Je range mon bureau, c'est le numéro 71 et aujourd'hui, bien, j'essaie de reprendre le chantier. Je reviens pas sur tout ce que j'ai dit dans le numéro 70, c'est-à-dire l'énorme pile de livres là que j'ai pas chroniqué pendant ces 3 mois de jachère. J'essaie de reprendre un peu aussi avec les choses que j'ai lues plus récemment. Donc là, je vais vous parler aussi de livres dont je n'ai pas du tout parlé la dernière fois. Donc des livres que j'ai lus depuis le précédent. Je suis pas sûr que ça soit très clair, mais c'est pas grave. On va y arriver. Alors, parmi les lectures récentes, il y a ces 2 livres parus aux éditions Anacaona de Jamila Ribeiro, traduit par Paula Anacaona, l'éditrice elle-même. Alors, les éditions Anacaona, je ne vous fais pas l'article, mais je vous invite à aller regarder de près. Et dont notamment beaucoup de publications d'essais, pas seulement de fiction ou de poésie, c'est aussi le cas, mais des publications d'essais, et notamment donc Jamila Ribeiro. Alors, Jamila Ribeiro, c'est une sociologue brésilienne et la maison d'édition Anacaona est spécialisée dans tout ce qui vient du Brésil. Et c'est très intéressant parce que ces 2 livres, le petit manuel antiraciste et féministe qui a été publié, je crois, très récemment, cette année, il me semble, 2021 pour le copyright de la traduction française et 2020 pour le copyright d'origine, et La place de la parole noire, qui date de 2019, sont 2 textes qui finalement traitent de questions sur lesquelles je lis énormément, dont on parle beaucoup aussi depuis quelques années en France, avec beaucoup de manipulation autour de ces questions-là. On se fait accuser de communautarisme, de racisme inversé ou de tout un tas d'imbécilités dans des cas comme ça, mais ce sont des imbécilités malheureusement qui ont beaucoup d'audience et de résonance, donc c'est essentiel de les combattre. Et donc ces 2 manuels, moi, m'ont beaucoup intéressé parce que ces 2 livres, ces 2 petits livres m'ont beaucoup intéressé. Tout d'abord parce que, avec un certain nombre de références que moi je maîtrise et que je connais bien, Bell Hooks, Audre Lorde, par exemple, sur le féminisme noir notamment, il y a aussi un très grand nombre de références à la situation brésilienne, d'une part, donc à la situation raciale brésilienne, et puis aussi à des chercheuses, parce que c'est principalement des autrices en l'occurrence. Il y a 1 ou 2 sociologues ou anthropologues brésiliens aussi, mais que je ne connais pas, et donc ça veut dire que ça permet de retravailler ces questions de la minorisation, de la racisation, de l'intersectionnalité, puisque dans le dernier livre, le petit manuel antiraciste et féministe, bien sûr, il est question de la lutte spécifique des femmes noires au Brésil, et donc de cette question intersectionnelle, ce que Jamila Ribeiro appelle l'autre de l'autre, c'est-à-dire que la femme est l'autre de l'homme, le racisé est l'autre du non-racisé, et que la femme noire est en quelque sorte une sorte d'autre au carré, d'autre de l'autre. Et donc elle développe vraiment cette idée-là de manière intéressante, mais dans le contexte brésilien, ça prend une toute autre résonance. Par exemple, quand on parle de sous-représentation des racisés dans les médias, certes, mais aussi dans d'autres structures, des structures de pouvoir, des structures institutionnelles, dans l'enseignement supérieur, dans la justice, par exemple. En France, quand on transpose ça ou quand on parle de ce même sujet au Brésil, il faut toujours rappeler qu'il y a 57% de non-blancs au Brésil. Et donc, dès qu'il y a effectivement une émission de télévision ou tout autre type de figuration très visible dans laquelle effectivement il n'y a que des blancs, eh bien on peut vraiment parler d'une réunion en non-mixité, et d'une réunion en non-mixité particulièrement choquante au regard des rapports démographiques. Donc c'est pas que c'est pas choquant en France, mais c'est qu'au Brésil ça l'est encore plus en quelque sorte, d'autant qu'elle relie tout cela bien sûr aussi au contexte très particulier de l'esclavage, et d'ailleurs elle commence les 2 livres par un point personnel. Je vais commencer juste le début du petit manuel antiraciste et féministe. Enfant, j'ai appris que la population noire avait été esclave, point, comme s'il n'avait pas existé de vie antérieure dans les régions d'où ces personnes avaient été déportées de force. On me disait que la population noire était passive et qu'elle avait accepté l'esclavage sans résistance. On me racontait également que la princesse Isabelle avait été la grande salvatrice des Noirs, mais pour reprendre les mots de Walter Benjamin, cette histoire était celle racontée selon le point de vue des vainqueurs. Bon, donc un départ assez classique, writing back, mais de son point de vue à elle. Et donc tout ce contexte, effectivement, de manipulation, un petit peu d'histoire racontée du point de vue des vainqueurs, dans lequel, évidemment, elle s'inscrit dans la filiation de Benjamin.
Je ne vais pas parler en détail de ces deux petits livres parce que je compte écrire en fait une recension double pour Littéralut à un moment donné, soit pour le numéro de juin, soit pour le numéro de juillet, donc on se retrouvera à cet endroit-là. Mais c'est pour vous dire vraiment, ces deux textes sont très intéressants vraiment pour prolonger cette réflexion, cette discussion sur ces questions intersectionnelles, antiracistes. Le petit manuel en particulier est vraiment très intéressant, hein, même si effectivement il emprunte énormément d'exemples et de phénomènes ou de réflexions et d'analyses à la situation brésilienne. C'est tout à fait transposable, et ça c'est vraiment présenté comme un manuel. Hein. Percevez le racisme internalisé en chacun, reconnaissez les privilèges de la blanchité, informez-vous sur le racisme. Alors avec des bizarreries de traduction, allez, je finirai là-dessus parce que je pense que j'essaierai, peut-être je le dirai pas dans la recension Littéralut, mais il y a quand même des bizarreries de traduction, c'est parfois traduit un peu vite, je pense, c'est parfois un peu difficile pas difficile à suivre, mais un peu lourd dans la traduction. Bon, c'est peut-être lié au texte d'origine, je ne me permettrai pas de dire, hein, je ne connais pas le texte d'origine et je ne connais pas le portugais. Mais il y a aussi des éléments un peu bizarres, par exemple la traductrice emploie négritude, pour ce qui doit être, je suppose, l'équivalent de blackness, et pour lequel on n'emploie pas du tout négritude en français, on parle d'identité noire. Négritude, c'est un mouvement esthétique et idéologique très spécifique, relié à Senghor-Césaire, pour aller vite, et là elle emploie négritude dans un sens qui est identité noire, donc déjà c'est un peu curieux. Donc ça, il y a déjà ça un petit peu qui marche pas, et c'est vrai qu'on se méfie beaucoup des termes noirceur, négritude, etc., dans tous ces contextes antiracistes, et donc on essaie de les proscrire en général, donc ça c'est curieux. Et puis il y a d'autres bizarreries dans le texte traduit en 2019, elle parle de travesti noire, je crois, alors qu'en fait on comprend très vite qu'il s'agit de femmes trans, donc là c'est vraiment, alors que c'est dans un texte qui est profondément transphile, il y a toute une terminologie qui est transphobe, puisqu'elle parle de transsexuel au lieu de parler de transgenre, et de travesti, c'est encore plus grave peut-être, au lieu de parler de trans. Donc là il y a quand même je sais pas, des rapidités de traduction qui font que c'est quand même un peu gênant parfois dans la terminologie. Bon, malgré ces réserves sur quelques aspects de la traduction, des ressources extrêmement riches, des pistes très très riches, et moi il y a plusieurs autrices que cite Jamila Ribeiro, et que je me suis pris en note et que je vais essayer d'aller lire et de découvrir d'un peu plus près. Autre double ticket dans un tout autre style, deux numéros de la revue La Grenouille à Grande Bouche. La Grenouille à Grande Bouche, c'est une revue, je vous donne son sous-titre, La société à travers ce que l'on mange, et c'est une revue participative qui, je crois, a dû faire l'objet d'un crowdfunding. C'est une revue qui tire son origine géographique de la région rennaise. Hein. Au départ, les premiers numéros, c'est vraiment même les personnes interrogées, etc., c'est vraiment l'idée vilaine. Hein. Et puis ça s'est un petit peu généralisé visiblement, je crois qu'ils en sont à 8 ou 9 numéros. Et moi j'ai acheté le numéro 1, le numéro 1, pardon, et le numéro 5, je vais y arriver, je vais inverser à cause de l'écran. Et je les ai découverts à la librairie Les Saisons à Tours. Je vous ai déjà parlé de la librairie Les Saisons à Tours. Ben, il faut y aller, c'est pas parce que je vous en ai déjà parlé qu'il ne faut pas m'écouter. Donc il faut aller à la librairie Les Saisons à Tours, et donc librairie spécialisée dans les questions alimentaires, on va dire au sens très large, le vin et la nourriture, et les perspectives culturelles sur la nourriture. Et donc, voilà, la libraire avait installé l'intégralité des numéros sur une table. Ça faisait un très très joli ensemble visuel, parce qu'à chaque fois, c'est des couleurs différentes. Alors, j'ai un peu bousillé l'ensemble visuel, parce que j'ai acheté 2 numéros. Elle a reconstitué ça après, j'ai vu, je m'inquiète pas trop pour elle. Et donc, super librairie et super revue. J'étais très content de découvrir La Grenouille à Grande Bouche, avec donc le numéro 1 spécial soupe, hein, vous en reprendrez bien une louche, et puis un numéro 5, le futur est dans le pré, se nourrir demain. J'ai pas acheté, j'ai choisi un peu les numéros en fonction de ma propre pratique alimentaire et de la pratique alimentaire familiale, puisqu'on est tous végétariens maintenant depuis quelques temps. Et donc les autres numéros étaient autour du cochon. En fait, c'est très intéressant culturellement, donc je les achèterai peut-être aussi. Mais j'ai voulu commencer par des choses plus, on va dire, compatibles avec le végétarianisme. Et donc c'est très chouette. Il y a un article très très bien dans le numéro 1 sur les soupes anti-gueule de bois, donc avec un parcours de plein de cultures différentes et des différentes recettes de soupe que l'on est censé prendre après avoir trop bu. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a un article sur la soupe au lait en os bretonne, c'est très intéressant. Un article sur les soupes empoisonnées, sur les empoisonneuses, parce que c'était souvent des femmes qui étaient accusées, simplement parce que c'était elles qui faisaient la popote aussi, je crois. Il y a tout cet aspect-là. Je ne pousse pas sur ce coin-là. Mais voilà, donc il y a un article sur la soupe miso, il y a des entretiens avec des anthropologues aussi, avec des maraîchers, une maraîchère, pardon. Il y a un reportage photo
auprès des sans-abri aussi, des maraudes, hein, la popote des sans-abri, un article de Anna Kéré. Voilà, c'est très très intéressant, c'est vraiment très dense, ça coûte que 13 €, il y a vraiment beaucoup beaucoup de contenu. Et puis le numéro 5 qui est intéressant aussi sur des sujets que je connaissais mieux, le futur est dans le pré, se nourrir demain. Donc évidemment on va parler des traditionnels, est-ce qu'on mangera tous des insectes, etc. Mais c'est pas inintéressant du tout. Il y a toujours des recettes aussi, hein, je ne l'ai pas dit parce que moi je suis un terrible piètre et cuisinier. Mais il y a l'inévitable article sur Thomas Pesquet, ça m'agace toujours un peu, mais bon, c'est comme ça. Et il y a tout un entretien avec plusieurs responsables politiques autour de nourrir la ville, une question politique, toute la question des métropoles qui ont fait le choix d'avoir des cultures propres pour leur propre cantine, enfin toutes ces questions-là. Donc c'est vraiment très intéressant. La grenouille à grande bouche, je crois qu'on peut s'abonner. Et puis pour les Tourangeaux, on va à la librairie Les Saisons et on achète ça ou autre chose. Tiens, ça c'est un livre aussi que j'ai acheté aux Saisons. Philippe Hanoc, et Philippe Hanoc, ça fait des années que je vois passer son nom, parce que j'ai beaucoup de contacts Facebook notamment qui aiment bien ce qu'il fait, et j'ai encore jamais rien lu de Philippe Hanoc. C'est vrai que ce petit volume est assez surprenant, note sur les noms de la nature. Je crois que j'ai encore préféré les illustrations de Florence Lelièvre au texte. C'est un peu dans un style complètement décalé, absurde. Je ne trouve pas ça toujours très réussi. Il part en fait, c'est pas qu'il parle, il part des noms d'animaux, et à partir d'animaux ou de plantes, etc. Et à partir de ça, il écrit un tout petit texte, et en une quarantaine de pages, il y a vraiment un très grand nombre de textes, parce que si vous regardez l'index, ça c'est l'index des noms d'animaux, et de plantes, et de phénomènes naturels, on va dire, d'organismes vivants, ça fait quand même beaucoup de textes. Donc c'est des textes très très brefs, parfois très très attendus. Non, ce n'est pas parce que certains grimpent que les kiwis ne volent pas. Bon, sur la polysémie du terme kiwi, c'est quand même un peu facile. La Bulgarie salissante ne ressemble à rien, sauf un peu à l'exidie glanduleuse. Le glouton est gourmand, le carcajou est féroce, il lui faudrait un autre nom encore. La saculina, comme son nom l'indique, n'est qu'un petit sac. Si j'en parle ici, c'est que ce petit sac est un crustacé. Bon, comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations de Florence Lelièvre, qui s'appelle Lelièvre quand même, ça ne s'invente pas, pour un tel livre. Et c'est aux éditions des Grands Champs, encore un éditeur que je ne connais pas. Ça a été publié en 2017. Note sur les noms de la nature de Philippe Hanoc. Voilà. Et on va passer à des livres que j'ai lus il y a longtemps. Ah ben non, on va passer d'abord très vite à un livre que j'ai jamais lu, parce que c'est mon épouse qui l'a lu, La Garçonnière de Mylène Bouchard. C'est un texte québécois. Je vais juste vous lire le rabat, comme ça on saura de quoi ça parle, moi aussi, puisque je ne l'ai pas lu. À Montréal, à la fin de leur adolescence, Marat et Hubert se rencontrent et s'enflamment. Ils courent les rues, les cafés, les expositions, partagent les romans de Kundera et les films de Kusturica, s'échangent des répliques de Roméo et Juliette, vivent sans modération. Ils sont comme les deux doigts de la main, amis, amants, amoureux, frères et sœurs du 48e parallèle nord. Ils rêvent d'un chemin de fer pour s'élancer l'un vers l'autre. Puis tout se précipite, la mort, l'art, l'avenir, jusqu'au point où l'amour s'empêtre et déraille. Dans le cirque suspendu des amours impossibles, Marat et Hubert s'aiment mais ne le savent pas assez. Oui, ça fait pas forcément terriblement envie en fait. Ouais. Ah, il y a un moment donné, il cite Richard Desjardins, je vois. Non, mais même il y a Richard Desjardins en fait, qui est un des personnages du livre apparemment. Bon, je ne l'ai pas lu, je ne vais pas en parler. Richard Desjardins, c'est un chanteur. Hein. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Fait-il avec son accent québécois très très mal fait. Chagrin d'argent d'Isabelle Flatten. Et la dernière fois, j'en ai parlé très vite et elle m'a dit que j'avais le droit de reparler d'elle aussi souvent que je voulais, puisqu'elle ne se lassait pas d'être comparée à Sarraute et à Annie Ernaux. Bien voilà, je l'ai redit, Isabelle Flatten, que l'on peut comparer, mais que l'on ne doit pas réduire à cette analogie qu'elle suscite, pour moi en tout cas, à Annie Ernaux et à Nathalie Sarraute. Je vais y arriver. Je suis un peu crevé en ce moment. J'ai dit ça tout le temps, j'ai l'impression. C'est le dictionnaire des idées reçues. Singal, 2 points, non propre, et toujours crevé. Page 63. Je vais vous lire un extrait de la page 63 que j'ai traduite récemment, que j'ai fait traduire. Oula! Accident. Ça, c'est le problème de mon installation. Ouais. Alors, je vais quand même, avant de vous lire la page 63, je vous disais que j'ai traduite, que j'ai fait traduire, avant de vous
de vous lire cet extrait. Je vais juste vous expliquer. Chagrin d'argent, c'est comme la ronde. Hein, alors je cite toujours le film de Max Ophuls parce que j'ai jamais lu le roman de Schnitzler, donc je pense que c'est une bonne raison de ne pas trop la ramener. Mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ce sont des chapitres très courts et à chaque fois, un chapitre se termine avec le personnage principal de ce chapitre qui rencontre quelqu'un d'autre, qui parle à quelqu'un d'autre, ou qui pense à quelqu'un d'autre, et le chapitre suivant se focalise sur ce quelqu'un d'autre. Donc on a comme ça une sorte de galerie de personnages qui sont liés les uns aux autres par comme ça un rapport qui est parfois un rapport extrêmement ténu, c'est juste quelqu'un qu'on croise dans la rue à la sortie de la boulangerie. Et donc c'est un petit texte vraiment très, très, très fort qui fait 80 pages autour de la question des problèmes financiers, hein, d'où le chagrin d'argent du titre, qui est un assez beau titre ailleurs finalement, voilà, c'est pas extrêmement original a priori comme expression, mais comme titre je trouve que ça claque bien. Et du coup, je vais même changer d'avis et je ne vais pas vous lire la page 63, donc vous la lirez vous-même, vous achèterez le livre aux éditions du Réal Gare, c'est paru je vais pas trouver ça, en 2016. Je vais vous lire un autre texte. Donc, fidèle à sa mère, elle n'a épousé personne et elle met tout de côté pour plus tard, on ne sait jamais. Demain se lèvera peut-être sur un os. Pourtant, ça la picote parfois de faire une exception, juste une petite toquade qui passerait inaperçue, un tour de manège pour la sensation du vertige. Mais elle se retient. De toute façon, elle ignore où les gens vont chercher tout ça, leur désir soudain de clair de lune qui se prolongerait d'une éternité partagée au coin du feu. Et elle préfère ne pas le savoir. Parce que tôt ou tard, les questions d'argent s'en mêlent et ils atterrissent alors dans son bureau, des chiffres à la place du cœur, à réévaluer les pensions alimentaires, à suspecter les calculs erronés, avec la rage de lui faire payer à l'autre, le rêve effondré. Alors une fois de plus, elle doit leur dire qu'il ne faut jamais partager sa tirelire avec leurs sentiments. J'ai choisi ça parce que c'est le point de vue de la banquière, donc c'est une des seules évidemment qui gère l'argent des autres, et qui voit les chagrins d'argent des autres, qui finalement rejaillissent sur la manière dont elle pratique son métier, et les chagrins d'argent des autres et son propre métier finissent aussi dans ce texte-là par le monologue intérieur, par faire rejaillir une sorte de vérité existentielle aussi de ce personnage. Donc c'est assez émouvant comme texte. Chagrin d'argent d'Isabelle Flaten, 2016, le Réal Gare. Ça vient juste de sortir et Juliette Cortez, c'est un pseudonyme, a fait paraître tout récemment 2 textes, 2 livres. Celui-là, petit volume de textes qu'elle a lu également sur sa chaîne YouTube, et je vous invite à aller y voir, et là qui sont repris aux éditions Gros Texte pour la modique somme de 6 €. Je vous invite aussi à aller chercher ça. Ça vous permettra aussi de vous les lire à vous, mais les lectures de Juliette Cortez sont très très chouettes sur sa chaîne YouTube. Et donc, je vous parlerai de l'Ancéisme, qui est l'autre texte paru au nom de Juliette Cortez ce printemps aux éditions publi.net. Je vous en parlerai ultérieurement dans une autre vidéo. Je suis pas assez en forme, je crois, en fait. Je me rends compte que je suis explosé. J'ai pas repris un café avant de faire cette vidéo. J'ai posé la voiture au contrôle technique. Je fais ça entre 2 trucs. J'ai des milliards de trucs de boulot en retard. Enfin bon. Bref. Et justement, c'est quoi le titre? X tentative ou 10 tentatives pour continuer le présent. On a le droit de lire ce X comme un chiffre romain ou comme un X. Et donc, je vais vous lire un de ces X. Il est où? Comptez les doigts de votre mère. On voit rien, on voit pas. Ouais. Les éditions Gros Texte, j'en ai 2 ou 3. Je trouve quand même que c'est un peu fruste quand même. Hein. C'est fait exprès, mais c'est pas très très agréable comme livre à lire, je trouve. J'ai rien dit. C'est une main. C'est un dessin de pli de peau sur une phalange. C'est un doigt à l'extrémité carrée. C'est un ongle taillé, ni court ni long, carré. C'est un ongle recourbé presque, ou qui pourrait l'être. C'est la peau qui est fine. C'est la pulpe au bout du doigt. C'est une main trapue, avec une veine sur le dos. C'est une veine bleutée et qui bat. C'est la main d'une mère quand elle est vivante. Les mains, les crayonnés des plis de peau sur les dos des phalanges, les doigts carrés, les ongles ni longs ni courts, carrés, recourbés ou presque, la peau fine et sans tache, les doigts épais, la pulpe au bout, les bagues d'assez grand diamètre.
les mains trapues, les veines sous la peau, les doigts, les mains d'une mère vivante. La main, les plis de peau sur les phalanges dessinent des visages. Entre les doigts carrés, la cigarette, les ongles ourlés de blanc, casque des doigts. La peau fine et sans éraflure. Les doigts de part et d'autre de la cigarette, part et d'autre la pulpe, part et d'autre les os. L'épaisseur des doigts, la main trapue et qui fume le long de la peau fine, le long de la veine bleue, la fumée qui fume le long du dos de la main de la mère, la veine qui bat, le dos de la main de la mère vivante. La fumée qui bat, tout contre le dos de la main, qui bat contre la veine, la fumée qui bat au-dedans de la mère vivante. La cigarette qui fume seule, la main, les doigts, les fins bourrelés sur leur dos, l'articulation, son vêtement de peau plissé, les plis de peau dépliés quand les doigts plient, la marque des plis en rose un peu plus foncé, les doigts qui plient et déplient, dans le geste de fumée, la pulpe des doigts qui appuie sur la cigarette, le tapotis bref, faire tomber la cendre. Le travail des doigts pour faire tomber la cendre entière, la cigarette qui contourne, rien qui n'écrase cendre, l'ongle recourbé presque en appui sur le filtre, le cylindre gris de cendre immobile au fond du cendrier. La main posée à côté comme animal au repos, la fumée qui monte dans un rayon, la veine qui palpite sous la lumière. C'est une main de mère quand elle est vivante. Les X ou 10 tentatives pour continuer le présent, Juliette Cortez, et on parlera bientôt de L'Ancéisme, l'autre livre de Juliette Cortez. Journal pauvre de Frédéric Germano, que j'ai découverte récemment grâce à un livre publié par qui? Le Réalgar, bien sûr. Et donc du coup, j'ai entrepris, comme pour d'autres auteurs et autrices, de redécouvrir un petit peu, de remonter dans son œuvre et de découvrir d'autres textes. Et ce texte ici, publié aux éditions La Clé à Molette, à Montbéliard, en 2018, très joli livre en plus dans sa facture, c'est là pour le coup très beau papier, un travail très léché. Et ça s'appelle Journal pauvre. Et le Journal pauvre, c'est le texte écrit au cours d'une année par Frédéric Germano après avoir décidé de prendre une année sabbatique, un congé sabbatique, après avoir obtenu de son employeur le droit d'arrêter de travailler et donc de se retrouver effectivement à vivre avec des moyens extrêmement frustes, à vivre un peu sur ses acquis, et donc en essayant de vivre au minimum, évidemment, de dépenses. Et c'est vraiment très très belle. C'est très très beau, qu'est-ce que je dis? J'étais déjà en train de faire une autre phrase que celle que j'avais commencée. Quatrième de couverture, spoiler alert, ce journal à durée limitée s'achève sur la décision de quitter définitivement le monde du travail salarié et un modèle économique imposé, ouvrant ainsi sur la possibilité de renouveler ce qui fut au départ une tentative d'habiter autrement le monde. Je vous invite à aller suivre un petit peu ce que fait Frédéric Germano sur Facebook notamment. On voit finalement un peu là les continuations de ce journal, et puis notamment elle a écrit ce texte majeur qui est Dos au soleil. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je vais vous lire un ou deux extraits du Journal pauvre. Page 71. Il n'y a pas de date, il y a les mois en fait. Ça c'est en novembre. Payé de ma première prestation à Rantilly, 260 €. J'ai aussi vendu ce matin un chapeau melon ancien que j'avais trouvé dans le grenier de la maison, 30 €. Une bonne journée. Je repense aux similitudes de nos démarches artistiques, Ilanit Illouz et moi. La mise en valeur de la trace, qui devient matériau premier de l'œuvre. En particulier de la trace presque illisible, presque anodine. Ce presque rien que le regard du créateur va mettre en relief et auquel il va donner sens. Je reconstitue, crée, ne souhaitant pas faire parler les protagonistes. Nous avons l'une et l'autre le souci de garder notre point de vue partial, de susciter des interrogations, réflexions, y compris sur nos partis pris. Les voix fantômes nous importent, celles qui hantent encore les lieux, les voix nocturnes. Ilanit Illouz pose ses pas sur le sol dégradé du camp, comme Georges Didier Huberman posait les siens et photographiait le sol du camp de Birkenau, focalisant l'un et l'autre sur une fissure, un caillou, rien de notable. Mais l'œil de l'artiste ou du penseur s'est posé sur eux et ces riens se trouvent désormais être un élément d'une œuvre. Les mauvaises herbes du grand Arenas, comme les bouleaux de Birkenau. La part délaissée des lieux,
par le seul fait de poser des mots sur une page, redonner vie à l'abandon. Faire le lien entre le passé et le présent, donner corps à un futur, livre, photographie, expédition. Et tisser de nouveaux rapports avec ceux et celles qui liront, verront, s'interrogeront à leur tour. Faire de notre travail un maillon qui nous lie à tous les déplacés, déportés, exilés, passés et futurs. Nous avons le goût de la désolation. Notre réflexion est mouvement. Elle se poursuivra, autres indices, mots, images, rencontres. L'une comme l'autre, tentons de passer de l'individuel au collectif, de notre histoire familiale à quelque chose de plus universel, puis, dans un mouvement contraire, vers à nouveau du personnel, resserré vers notre voix seule et unique, saisie, mise à distance, transformation. Il y a chez nous un désir de récit monté au sens cinématographique, à partir de bribes et incluant ce qui n'est pas vu ou entendu. Chaque fragment raconte une histoire, chaque fragment témoigne et devient part de l'œuvre. C'est le journal pauvre de Frédéric Germano, aux éditions La Clé à Molette, page 71-72. Ce texte, j'en ai parlé finalement, c'est peut-être un de ceux dont j'ai le plus parlé lors de la vidéo 70 dans laquelle j'ai montré la totalité du tas de livres dont je n'avais pas encore parlé, et en disant vraiment 3 mots pour chacun. Elle a un petit peu plus de 3 mots quand même, puisque j'avais parlé de l'utilisation d'une couverture sexualisée, sexualisante, que je trouvais totalement inopérante et même contradictoire avec le texte. Très en bref, Aline et les hommes de guerre de Karine Silla, c'est un texte qui fictionnalise, qui fait une sorte de biopic de Aline Sitoé Diatta, une figure essentielle de la résistance sénégalaise à l'oppression coloniale, et c'est un texte vraiment très très beau, dans lequel Karine Silla utilise en fait des modèles un petit peu de personnages multiples et de récits à tiroir, un peu comme dans les communistes d'Aragon. Je sais que je cite souvent les communistes d'Aragon, mais quand un livre écrit comme ça fonctionne pas mal, voilà, c'est un peu la référence qui me vient. On pourrait dire la Semaine Sainte aussi d'Aragon, mais moi j'avais préféré, je crois, quand même les communistes. C'est resté en tout cas plus durable pour moi. Je me rappelle très bien quand j'ai lu la Semaine Sainte, mais dans quel contexte, enfin vraiment, je me rappelle bien le livre, mais je ne sais pas pourquoi, les communistes m'a marqué plus durablement quand même. Le texte est un peu long, en revanche, je trouve qu'il manque... Alors il a manqué un éditeur ou une éditrice pour relire, parce qu'il y a des fautes de français quand même vraiment nombreuses, qui grèvent la lecture, c'est gênant. C'est pas en soi un problème, les fautes d'orthographe, même ici en l'occurrence, c'est souvent des fautes de grammaire ou de conjugaison. Mais c'est juste que pendant qu'on remarque et que pendant que l'on est heurté par la faute de grammaire, on est déconcentré, l'attention est détournée vers autre chose. C'est pour ça qu'il est essentiel que les textes soient propres de ce point de vue-là. Bon, peu importe. Donc déjà, il a manqué un éditeur qui fasse bien son travail pour des relectures d'épreuves, ça c'est une évidence. Et puis aussi, il manque, je pense quand même aussi, quelqu'un qui lui aurait permis de resserrer son manuscrit. Le texte est trop long, il y a certaines parties qui vraiment traînent un peu en longueur. Donc c'est pas tout à fait assez nerveux selon moi, mais à l'arrivée ça fait quand même un livre de 300 pages. 300 pages c'est pas tant que ça, mais là vraiment c'est assez pesant quand même. Il y a vraiment des longueurs. À cette réserve près, c'est vraiment un texte très très chouette, et moi je pense qu'il faut vraiment aller lire ça. Il faut donner à lire ce livre, bien qui fait partie, voilà, on en revient à ce que je disais au début, quand on a parlé de Jamila Ribeiro, c'est-à-dire effectivement comment enseigner, comment faire comprendre que non, il n'y a pas eu que des figures d'opprimés, il y a eu de nombreuses figures de révolutionnaires, il y a des cultures très très riches qui ont été opprimées, en partie remplacées ou en partie phagocytées par les cultures européennes colonisantes, par les pouvoirs colonisateurs. Et puis il y a eu des figures évidemment d'insurgés, de personnes qui se sont insurgées, et donc Aline Sitoé Diatta, elle a un petit peu fictionnalisé comme une sorte de Jeanne d'Arc sénégalaise, et ça c'est un petit peu limite aussi, mais il y a vraiment de très très belles choses, puis on apprend plein de choses en fait. Elle a réussi, Karine Silla, à brosser des portraits de colons assez complexes, des portraits aussi, elle montre aussi les oppositions internes, les personnes, les diolas qui ne veulent pas affronter aussi frontalement que ça les colons, et puis ceux qui veulent, les rivalités liées à des questions de famille aussi. Donc tout ça c'est quand même assez subtil, elle évite aucun aspect, c'est pas, on va dire, anticolonial primaire en ce sens-là, où vraiment elle essaie de revisiter toute l'ambiguïté de la situation coloniale, un peu dans la lignée de Things Fall Apart, du monde s'effondre de Chinua Achebe, le modèle absolu sur cette question-là. Et donc c'est quand même très 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 bien. Alors j'avais noté plusieurs passages, j'ai lu ça il y a 3 mois maintenant, donc je pense que je vais vous lire un extrait de la première partie. Il faut juste que je revérifie.
Donc je vais lire 2 passages, parce qu'en fait, ils servent vraiment de contrepoint l'un à l'autre. Pour Aline, qui a bientôt 10 ans, les jours passent, le dos courbé sur les rizières et les plantations d'arachides, sous la beauté des cieux africains, passant du bleu limpide au rose pastel du soir, dissimulant la souffrance des paysans. Les chants d'Iola s'élèvent vers le ciel. Des voix chargées d'espoir qui relatent le temps des jours heureux et des bonheurs à venir. On célèbre, on remercie d'être vivant, en implorant le ciel de protéger les enfants. L'inépuisable joie est partout. Le deuil et la tristesse aussi, des orphelins. Aline grandit avec un oncle. Ses parents sont partis trop tôt, elle n'a pas de frères et sœurs, rien n'a changé, toujours taciturne à l'écoute, solitaire. Les enfants ne viennent plus la chercher pour jouer, ils savent que c'est peine perdue. Lors de ces moments de liberté, elle préfère flâner seule sur les bords du fleuve en rêvant de l'ami qu'elle n'a pas encore, avec qui elle pourrait partager le silence et tout ce qu'elle sait de leur grande histoire. L'ami IE. Le faste des grands royaumes africains et leurs nombreuses légendes, les rois, les reines, les empereurs et leurs 1000 chevaux d'ébène qui font pâlir d'envie tous les royaumes voisins, les histoires effrayantes des esclaves qui avaient tant crié que leurs cordes vocales s'étaient brisées dans leur gorge, l'histoire de son peuple à la fois victorieuse et tragique. La marée avait emporté tous les cris des malheureux et laissé la colère et la peur sur les rivages de leur ancien empire. J'abrège ce passage pour vous lire le passage en contrepoint à la première personne. Rentre chez toi, où il t'arrivera malheur. Du bord de l'obscurité, une voix murmure mon nom, Aline. Une voix sans écho. D'où vient cette voix? Je parle et aucun son ne sort de mes lèvres. Une angoisse fulgurante s'empare de mon corps. Une nuit plus épuisante que le jour, j'ai soif. J'ai rêvé d'un désert, son soleil, son vent chaud et son palmier en filigrane. Je cherche l'oasis. Ma raison chancelle, terrassée par la voix qui vient d'ailleurs. Une voix sans visage et sans lèvres. J'essaie de prononcer le prénom de mon ami, qui dort encore, mais ma bouche asséchée ne peut plus former de mots. Il faut que je me rende au marché avant que les enfants partent à l'école. Ah non, aujourd'hui c'est dimanche, le jour de leur Seigneur. Leurs vêtements sont parfaitement repassés et déposés dans leur chambre pour l'église. J'ai l'esprit qui part à la dérive. Il se détache de mon corps. Je fais un effort, je retiens la démence. Les ombres paraissent plus légères que la lumière. Quelle heure est-il? Il faut que mes pieds touchent le sol avant de tomber dans un trou sans fin. J'ai peur du vertige. La nuit s'achève avec le jour. Les ombres disparaissent derrière les murs. J'aperçois par la fenêtre un bout de ciel qui se colore et les incantations lointaines de l'appel à la prière. Suis-je devenu folle pendant la nuit? Ça, c'est plus la deuxième partie, donc le côté entendre les voix, etc. Donc, mais c'est très intéressant parce qu'il y a justement cette espèce d'aspect mystique aussi, à savoir que Aline Sitoé Diatta, elle réussit à fédérer une vraie rébellion durable et constituée du peuple Diola parce qu'elle a ce côté mystique, elle a un côté de figure religieuse, de figure ancestrale, à savoir qu'elle a un don qui est reconnu par sa communauté et qui lui permet de fédérer cette communauté. Bon, j'en parle pas plus. Karine Silla, Aline et les hommes de guerre, avec des longueurs, un livre intéressant dans la perspective anticolonialiste, réécriture de l'histoire, récit, justement, hein, comme dans le début du livre de Ribeiro que je vous lisais tout à l'heure, hein, écrire l'histoire non plus du point de vue des vainqueurs, mais aussi du point de vue de ceux que l'on présente comme irrémédiablement vaincus, qui n'ont peut-être pas été entièrement non plus. Donc toute cette question aussi du writing back qui est très présente. Et puisqu'on est dans le writing back, je vais finir sur un livre double, là encore, un double ticket. Mais là, c'est pas parce que c'est 2 livres différents, c'est parce que c'est le même en anglais et en français. Donc c'est 2 livres différents. The Yield de Tara June Winch, prix Miles Franklin en 2020, c'est l'équivalent du Goncourt australien. Et sa traduction en français, La Récolte, aux éditions Gaïa, traduit de l'anglais par Jessica Shapiro. Moi, j'ai lu le texte en anglais, mon épouse a lu la traduction en français, on a pu en parler pas mal entre nous. Ça fait 1 mois et demi, quelque chose comme ça, et je suis déjà plus assez frais pour pouvoir vous en parler en détail. Je vous disais writing back. Pourquoi? Parce que ça raconte l'histoire d'une communauté aborigène qui a été écrasée par... Alors, là, je ne rentre pas dans toute l'histoire de l'oppression des aborigènes par les colons
australien, anglo-australien, européo-australien. Il y aurait beaucoup à dire, puis je vais beaucoup travailler sur ces questions-là, parce que je suis en train de préparer le cours d'agrégation sur Carpentaria d'Alexis Wright, que je vais enseigner l'année prochaine, donc je lis énormément sur toutes ces questions-là en ce moment. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais grosso modo, ça se passe dans une communauté, dans une petite ville, dans laquelle il y a eu un de ces gigantesques centres dans lesquels on a un petit peu parqué les aborigènes, un peu comme on le fait des Roms en Europe, en France, en leur donnant des espaces spécifiques pour essayer de les contrôler, pour essayer de les faire rentrer dans le moule, et puis surtout tout en les réduisant encore plus à la marge. Donc il y a tout cet aspect-là. Et il y a tout l'aspect aussi déculturant, puisque la question du placement, ce scandale absolu qui a été le fait d'arracher les enfants, un certain nombre d'enfants aborigènes à leurs parents pour les civiliser, hein, je mets évidemment 200 000 guillemets autour de ce verbe, en les intégrant dans des familles adoptives blanches. Donc ça, c'est quelque chose qui a donné lieu aussi à très grand nombre de textes, évidemment, de décisions de loi, de livres d'histoire, mais aussi, bien sûr, de textes fictionnels. Et donc, ce livre-là fictionnalise ça aussi. Voilà, je vous donne ça un petit peu pêle-mêle. C'est toujours le problème et la rançon de l'improvisation. Le point de vue principal, c'est celui de la petite fille d'une jeune femme, la trentaine, qui revient pour enterrer son grand-père. Et donc, il retrouve sa grand-mère, toute sa famille. Elle est partie depuis plus de 10 ans à Londres. On comprend qu'elle va probablement pas repartir à Londres, qu'elle va peut-être se réinstaller en Australie, dans la communauté. Mais ça fait évidemment ressortir un très grand nombre de choses, et notamment la question de la mine et de la lutte contre l'expropriation de ces familles pour y construire une mine. Et donc tout tourne aussi autour de la mine. Donc en fait, on a vraiment presque tous les éléments essentiels, on va dire, de la fictionnalisation des luttes aborigènes de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, hein. Lutte pour la restitution des terres, lutte contre l'emprise minière colonialiste, et en plus, dans une perspective qui est de plus en plus éco-critique et écologique, bien sûr. Et puis on a toute cette question de la mémoire, de la séparation, de l'expropriation et de la déculturation par le placement forcé, par l'arrachement forcé, par la création d'orphelins fictifs placés dans des familles. Donc c'est ces trois aspects. Si on ajoute la question de la diaspora, puisque la protagoniste principale, elle offre son point de vue d'aborigène australienne qui vit depuis de nombreuses années en Europe. On a vraiment, ça coche presque toutes les cases. Alors ça pourrait paraître même un peu artificiel, ça ne l'est pas. Le livre est très réussi, il est un peu long, il est un peu trop démonstratif par moments. Moi je trouve que c'est pas un livre magistral, enfin, c'est pas une réussite absolue. Ça reste un texte quand même très intéressant à lire, à découvrir, à mon avis. Et comme il me reste à peine 5 minutes de mémoire dans le téléphone, il ne faut plus que je traîne. Il faut juste que je regarde, parce que j'ai coché plein de pages en fait, pour plein de raisons différentes, et du coup je sais plus. Allez, celle-là. August had always thought important events happened in every other country except for Australia, that the tremors of their small lives meant nothing, but at that moment on a train going to the deep past in the place she knew best, she felt as if she'd awoken from a stony sleep to find herself standing on the edge of something larger than she'd ever been able to see before. After digesting all those schoolbook lies, after reading that reverend's letter, after walking the aisles of the museum, she knew that her life wasn't like before. There was an expanse behind her. Their lives meant something. Their lives were huge. Thousands of years, she thought to herself, slipped through the fingers of careless people. That's what homogenized massacre thought. That they were a careless people. Anyone watching the TV that week must have thought it, that Jeddah was just a little brown girl gone missing from a messy brown family. Other people didn't have lumps in their throat year in and out, century after century. They didn't know what it was like to be torn apart. They pulled into the station at a minute past midnight and began walking on the safe side of the railway strip. Past the empty benches, August carried the rucksack and had both nylon sleeping bags draped around her neck. She imagined them like the possum skin cloaks she'd seen at the museum. She felt for a moment as if she were a queen arriving for a coronation that she couldn't live up to.
Joey was standing on the platform waiting. You both look shattered. Exhausted yet, August said, thrust back into the moment. Missy nodded, glad to see her son again, to be home again. Joey was jittery. He rubbed his palms together. So I've been with Nana all day. It's a bit wild out here. What's wild out where? Aunt Missy snapped. Well, a little circus, just a word of warning for when I drop you off, Og. Spit it out, Auntie shorted. They started clearing the trees yesterday, Alvo. Knocked one of the sheds down, and now the protesters are all over Prosperous, chained themselves to everything. He started laughing then, through a wide, dramatic mouth, and clapped his hands together. Oh my God, was all Missy said, over and over as they sped along the highway until they arrived at the turn-off of the Upper Massacre Plains Road. As they drove down it, they could see an orange haze coming from Prosperous that blurred the usual stars on the horizon. Oh my God. Et puis j'ai peut-être le temps de vous lire au moins le début, de le chercher, parce que c'est la fin du chapitre 35. Alors il y a notamment le personnage du grand-père qui constitue un dictionnaire aussi, j'aurais pu lire des pages liées à ça, parce qu'il y a toute la question de sauver la langue, et d'ailleurs le livre contient ce lexique qui fait une bonne vingtaine de pages, le dictionnaire d'Albert Gondi-Windy, donc c'est le personnage fictionnel du grand-père, et donc c'est porté ouvrage en cours d'élaboration. Et c'est donc bien un dictionnaire du peuple Wiradjuri, parce que quand on dit aborigène, il faut se rappeler qu'il y a quand même plus de 300 ethnies, ou 300 clans, 300 familles, avec généralement une langue spécifique. Il y a des centaines et des centaines de langues dans la famille des langues australiennes, pour ne pas dire aborigène justement. Donc voilà, j'aurais pu aussi parler de tout ça, parce que c'est un aspect très intéressant aussi, la question linguistique, la question de la restitution de la langue, et donc il y a un très grand nombre de chapitres qui alternent aussi, qui sont des extraits aussi du dictionnaire et du récit de vie que Albert Gondi-Windy a reconstitué à partir de ses mots et donc de fragments de sa propre vie. Ça c'est évidemment très, très malin et très réussi aussi. Alors, est-ce que je vais vous trouver ce passage ? Je vais juste vous lire le début, j'aurai pas le temps de lire plus. C'est la même chose que ce que je viens de lire en anglais. Traduction Jessica Shapiro chez Gaïa. Auguste avait toujours cru que les événements importants se déroulaient dans tous les pays sauf l'Australie, que les secousses de leur petite vie n'avaient aucune importance. Mais en cet instant précis, dans un train qui roulait vers le passé lointain et l'endroit qu'elle connaissait le mieux, elle eut l'impression de s'être réveillée d'un sommeil de plomb pour se retrouver debout au bord d'une chose plus vaste encore que tout ce qu'elle avait pu voir auparavant. Après avoir digéré tous ces mensonges de manuels scolaires, après avoir lu la lettre de ce révérend, après avoir parcouru les allées du musée, elle avait pris conscience que sa vie n'était plus comme avant. Il y avait une étendue derrière elle, leur vie avait un sens, leurs vies étaient immenses, des milliers d'années, pensa-t-elle, qui avaient glissé entre les doigts de gens négligents. Voici ce que pensait Massacre et sa population homogénéisée, qu'ils étaient un peuple négligent. Quiconque avait regardé la télévision ce week-end-là avait dû le penser, que Jeddah n'était qu'une petite fille à la peau brune qui avait disparu loin du chaos de sa famille à la peau brune. Les autres, eux, n'avaient pas de boule dans la gorge année après année, siècle après siècle. Ils ne savaient pas ce que ça faisait d'être écartelé, torn apart, écartelé. Bien traduit apparemment. Je ne vais pas regarder vraiment en détail. Alors il me reste 40 secondes pour dire que aussi dans The Yield, il y a les chapitres correspondant à cette très longue lettre du révérend dont il est question dans l'extrait que je viens de lire. Et là encore, c'est reprendre le point de vue colonial, le point de vue d'un missionnaire qui s'est opposé à la colonisation forcée, à la déculturation forcée, et qui lui, au contraire, essayait de mettre en valeur la culture Wiradjuri. Voilà, donc ça c'est aussi un autre personnage, ça rappelle un peu les romans de Carol Phillips. The Yield, la récolte, Tara June Winch. Et dans les 10 secondes qui me restent, eh bien, je veux juste m'auto-congratuler, j'ai pas fait exprès, mais je n'ai pas